Bonjour, je reprends le cours sur l'allégorie de la caverne, donc deuxième vidéo. Donc on a vu que selon cette allégorie, non seulement ce que nous prenons pour la réalité, pour la seule réalité, ce n'est pas la seule réalité, ce n'est pas la réalité véritable, c'est un monde d'ombre comme un cinéma. Donc nous sommes dans l'illusion quand nous pensons que le réel, c'est simplement ce dont nous faisons l'expérience. Au bout du compte, il y a une réalité bien plus véritable que nous pouvons appréhender non pas avec notre expérience sensible, mais en nous faisant une sorte de conversion. Conversion, c'est se retourner, convertir, se tourner d'un autre côté, une conversion qui nous permet d'appréhender la réalité, non pas par le biais de notre expérience sensible, mais grâce à notre âme. Et cette conversion, c'est la conversion philosophique et tout le trajet philosophique qui nous permet d'avoir accès à la réalité en elle-même, hein, l'extérieur de la caverne. Mais plus encore, cette réalité sensible, ce monde sensible auquel nous avons accès par le biais de notre expérience, ce n'est même pas l'ombre de la véritable réalité, ce sont des ombres projetées par des marionnettes, hein, grâce à un feu. Et c'est quoi ces marionnettes qui sont projetées et qui donnent lieu à ces ombres que les prisonniers voient? Eh bien, dans l'allégorie, ce sont les opinions. Les opinions qui mènent le monde, qui mènent notre monde, les idées culturelles qui sont véhiculées, que nous intégrons lors de notre éducation, toutes ces idées fabriquées par les hommes, toutes ces opinions qui ne sont pas des connaissances véritables, eh bien ce sont les opinions qui sont en vigueur dans la société dans laquelle on vit, qui projettent les ombres et donc qui déterminent notre expérience. L'expérience que nous faisons de ce que nous pensons être la réalité, cette expérience-là, au bout du compte, c'est une sorte de projection des croyances qui nous habitent à cause de notre éducation, des opinions qui nous habitent. Notre expérience que nous faisons de ce que nous pensons être la réalité est culturellement, socialement déterminée. D'une certaine manière, on peut dire que on ne croit pas ce qu'on voit, certes, mais surtout on voit ce qu'on croit, parce que la perception, ce n'est pas quelque chose qui se limite à avoir des sensations. Dans la perception, il y a de l'interprétation, il y a de la projection. Percevoir, c'est projeter. Percevoir, c'est interpréter. Comment comprendre ça? Et on va parler de la vision, hein, parce que la vision, c'est le sens le plus utilisé. Voir, c'est quoi? Quand je vois, évidemment, il y a un objet, par exemple, je vois un vase. Quand je vois un vase, certes, donc le vase, l'objet que je vois, euh, agit comme une source lumineuse et va impacter ma rétine. Et donc, il va y avoir une image de l'objet vu sur ma rétine. Ça, c'est un processus passif, hein. Une image s'imprime sur ma rétine. Et donc là, on pourrait dire qu'il y a un contact direct de l'objet vu sur ma rétine. Mais est-ce qu'il suffit d'avoir une image rétinienne pour voir? Non. Il ne suffit pas d'avoir une image rétinienne pour voir. La vision, ça suppose que l'image rétinienne va être interprétée au niveau de mon cerveau pour aboutir à une perception, c'est-à-dire à un moment où je vais identifier ce que je vois, je vais le nommer, je vais dire « Ah, je vois un vase ». Donc la vision ne consiste pas simplement à avoir une image rétinienne sur son cerveau. La vision ne consiste pas à recevoir passivement des impacts visuels. La vision suppose que les impacts visuels que j'ai reçus sont interprétés au niveau de mon cerveau. Et cette interprétation qui se passe au niveau de mon cerveau va impliquer des tas de choses. Cette interprétation va dépendre des idées que j'ai, des concepts que j'ai, des attentes que j'ai, des désirs que j'ai et des connaissances que j'ai, de la culture que j'ai. Par exemple, montrer
une échographie à quelqu'un qui n'a pas fait d'études de médecine, eh bien, il va rien voir, il va voir des taches. Montrer la même échographie à quelqu'un qui a qui a fait des études de médecine, qui a des connaissances, tout de suite, cette personne-là, elle va dire: «Ah oui, je vois un cancer» ou «Ah oui, je vois un bébé» et c'est pas, d'abord elle voit, puis elle interprète. C'est de manière immédiate. Les connaissances que le médecin a vont faire qu'il va voir ce que nous ne voyons pas. Ce que nous voyons dépend de notre culture, de nos connaissances. Ce que nous voyons dépend aussi de nos attentes. Si le médecin qui voit la radio euh, a la présomption qu'il y a un cancer, tout de suite il va faire attention, il va voir le cancer. S'il n'a pas cette attente, il risque de passer à côté. Donc, percevoir, ce n'est pas seulement avoir des sensations, recevoir de manière passive des stimuli. Percevoir, ça suppose un travail d'interprétation, et ce travail d'interprétation va dépendre de ce que nous sommes, c'est-à-dire de nos connaissances, de notre culture, de nos attentes, de nos valeurs, de nos désirs, de nos craintes, etc. Et donc l'expérience que nous faisons du monde va être déterminée notamment par les croyances que nous avons et qui ont été imprimées en nous par notre appartenance culturelle, par les opinions qui nous ont été transmises. Pour illustrer cela, un petit conte, hein, je vous le résume, mais vous pouvez aller voir sur internet. Le conte s'appelle Le miroir magique. C'est un conte zen. Allez voir sur internet, vous allez le voir. C'est l'histoire d'Irikou, qui est un vannier qui construit des corbeilles. Et ce vannier était très nostalgique parce qu'il avait perdu son père et il n'avait pas eu des bonnes relations avec son père parce que sa femme n'aimait pas son père. Donc il n'avait pas pu avoir les relations qu'il aurait voulu avoir avec son père. Et son père maintenant était mort. Et il regrettait justement de ne pas avoir pu profiter des relations qu'il aurait pu avoir avec son père. Et Irikou un jour va au marché pour vendre ses paniers. Et au marché, donc il écoule son stock. Après, il va regarder les étals des autres marchands. Et sur un étal d'un marchand chinois, il va voir un objet qui va l'intriguer. C'est un objet recouvert d'une étoffe, un objet plat recouvert d'une étoffe. Il enlève l'étoffe, il regarde l'objet et oh, génial! Il voit l'image de son père tel qu'il était quand il était jeune. Et Riku, complètement bouleversé, se dit: cet objet est magique, je le vois, je le veux. Et le marchand chinois lui dit: oui, cet objet s'appelle un miroir. Et Riku dit: je veux cet objet et emporter chez moi l'image de mon père. Et donc il achète le miroir magique, mais à l'époque on ne sait pas ce que c'est qu'un miroir. Et il l'emporte chez lui. Et tous les jours, il arrête son travail pour aller voir au grenier. Hein, il a mis le miroir au grenier pour le cacher de sa femme. Et il va voir ce miroir magique et l'image de son père quand il était jeune. Et il pousse des soupirs. Sa femme, voyant son neige, un jour le suit. Et il voit qu'il regarde cet objet en poussant des soupirs. Et donc un jour, sa femme va voir ce que c'est que cet objet au grenier. Elle enlève l'étoffe et elle regarde l'objet et elle dit: oh, une femme! Mon mari va voir une femme plusieurs fois par jour et en poussant des soupirs. Et elle descend et elle fait une scène de ménage à son mari en disant: tu vas voir une femme plusieurs fois par jour, tu me trompes, c'est une horreur. Et Erico répond: mais non, c'est mon père que je vais voir. Je ne voulais pas te le dire parce que tu n'aimais pas mon père, mais c'est mon père que je voulais voir. Et il s'engueule et il s'engueule et il s'engueule. Et donc arrive à la porte une nonne mendiante, hein, une religieuse de l'époque qui était mendiante. Et donc Érico et sa femme lui demandent son arbitrage. Et la nonne va voir l'objet et elle dit: mais c'est une nonne. Et là, l'histoire s'arrête là. Et dans le livre de contes dans lequel j'ai trouvé ce conte, il y a en conclusion une phrase d'Héraclite qui dit: tout le malheur des hommes viennent du fait qu'ils ne vivent pas dans le monde, mais dans leur monde. Bon, comment comprendre ce conte? Tous les protagonistes de ce conte pensent voir la réalité telle qu'elle est en elle-même.
Or, c'est quoi la réalité du miroir? C'est simplement d'être une surface polie, c'est tout. Mais les protagonistes pensent voir le miroir tel qu'il est en lui-même, ils pensent voir la réalité telle qu'elle est en elle-même. Mais qu'est-ce qu'ils voient en réalité? Ce n'est pas la réalité telle qu'elle est en elle-même. Ils ne font que voir leur propre reflet, qu'ils projettent sur le miroir et qu'ils interprètent en fonction de leurs peurs, de leurs désirs, etc. Et ce conte est fait pour nous poser une question, pour nous faire réfléchir. Nous pensons avoir accès à la réalité telle qu'elle est en elle-même. Je vois ce que je vois, je suis objectif. Nous pensons avoir accès à la réalité telle qu'elle est en elle-même. Mais est-ce que nous ne faisons pas que projeter nos propres désirs, nos propres angoisses, nos propres croyances sur le réel? Quand nous pensons avoir vraiment accès au réel tel qu'il est en lui-même, est-ce que nous ne sommes pas certains de ne pas projeter sur le réel nos désirs, nos angoisses, nos croyances? Voilà. Eh bien, l'allégorie de la caverne nous dit la même chose un petit peu. Ce que nous prenons pour le réel, ce n'est que la projection des objets fabriqués. Ce n'est que la projection des idées que nous avons sur le monde. Des opinions qui sont culturellement transmises. C'est de l'illusion, c'est du cinéma. Voilà. Pour la représentation du monde, donc on peut dire que la représentation que nous avons du monde ne vient pas tant de notre expérience sensible, mais notre expérience sensible est elle-même déterminée par les représentations que nous avons du monde et qui nous viennent principalement, pas seulement, mais principalement de notre éducation et de la culture dans laquelle nous vivons. Les idées que nous avons, les croyances que nous avons déterminent l'expérience que nous allons faire. Par exemple, quelqu'un à qui on a dit depuis tout le temps que le monde est mauvais, que le monde est laid, que les gens sont méchants, que le monde est cruel, quelqu'un qui a été éduqué dans ces idées, eh bien, dans l'expérience qu'il va faire du monde, il ne va capter que ce qui résonne avec ses croyances. Et il va faire en effet l'expérience que les gens sont cruels, que le monde est moche, etc. Tandis que quelqu'un qui a été élevé dans l'idée que le monde est beau, que les gens sont pleins de ressources, que la vie est pleine d'occasions d'être heureux, quelqu'un qui a été élevé dans ces idées, eh bien, dans son expérience qu'il va faire du monde, il va retenir ce qui fait écho à ses croyances et en effet, il va retenir essentiellement cette idée que oui, le monde est beau, il y a plein de choses bien dans la vie. Les croyances que nous avons vont déterminer l'expérience que nous allons faire. Et donc, c'est pas aussi simple que ça. Certes, la représentation que nous avons du monde, c'est vrai qu'elle est un peu constituée de l'expérience que nous en faisons. Mais l'expérience que nous faisons du monde est elle-même déterminée par les croyances que nous avons et qui nous sont véhiculées par notre culture, par le biais de notre éducation. Voilà. Donc l'expérience sensible que nous faisons du monde ne nous donne pas accès à la véritable réalité qui est de l'ordre des idées et auxquelles nous pouvons avoir accès par le biais de notre âme en faisant ce long chemin de la philosophie. Mais qui plus est, ce que nous prenons pour la réalité par le biais de notre expérience sensible est une sorte de rêve socialement déterminé. Est une sorte, c'est le Dalai Lama qui disait ça, et ça rejoint un peu ce que dit Platon. C'est une sorte d'hypnose culturellement déterminée. Ce que nous prenons pour la réalité est en grande partie déterminé par les idées, pas les grandes idées, mais les petites idées, les opinions qui sont véhiculées par notre culture. Donc voilà. Bon, je vais arrêter là ce cours sur l'allégorie de la caverne. Allez, bonne journée.